ils franchirent le ruban jaune de la scène de crime et montèrent dans la caravane mobile du Dr Reeves, un camping-car délabré reconverti avec des ordinateurs, des séchoirs à linge et des tables sur lesquelles s'empilaient des sacs de preuves à fermeture zip. À l'intérieur, l'air sentait l'antiseptique et le métal. Le docteur Emily Reeves se leva à leur entrée. Sa queue de cheval foncé effleurait l'épaule d'une blouse de laboratoire tachée de boue et de résidus minéraux. « Monsieur Brennan », dit-elle doucement en lui tendant une thermos de café cabossé. « Merci d'être venu. » Mark hocha à peine la tête, la gorge serrée. Reeves le conduisit vers une longue table couverte de petits objets, boucles rouillées, fragments de lentilles fissurées, morceaux de tissu incrustés de dépôts minéraux. Reeves enfila des gants en latex et ramassa un cercle métallique aplati. « C'était une partie du petit sac à dos de randonnée de votre fille », expliqua-t-elle en le lui montrant. « Nous avons comparé le tissage du nylon et le design de la boucle aux fragments survivants que vous avez décrits. » Mark fixait l'objet, voulant s'effondrer, mais incapable de détourner le regard. Reeves le déposa délicatement devant lui, puis passa la main sous la table et en sortit un sac plastique impeccable. À l'intérieur se trouvait une petite boucle métallique incrustée. « Ton alliance » dit-elle. « On l'a trouvée à 5 mètres. » Il cligna des yeux, la gorge irritée. « Sarah ne l'a jamais enlevée » murmura-t-il. « Elle n'avait pas le choix » dit doucement Reeves. La turbulence de la source et le flux minéral, il y avait des endroits où les courants pouvaient immobiliser des corps pendant des années, préservant des morceaux de vêtements et de métal avant de les libérer. Mark déglutit difficilement. « Et Ethan ?» Le docteur Chen s'approcha, tenant un plateau séparé. Dessus, 2 semelles de chaussures miniatures et pétrifiées. L'une était une minuscule semelle de basket craquelée et tachée par les sédiments géothermiques. L'autre était un fragment de tissu bleu ayant autrefois fait partie d'une veste d'hiver pour enfants. Reeves a ajouté, « Nous les avons trouvés à la même profondeur où nous avons placé le cadre du sac à dos. » Sa vision se brouilla. « C'est, à Ethan » s'étrangla-t-il. L'inspectrice Chen lui posa doucement la main sur l'épaule. « Nous avons envoyé ces documents au laboratoire médico-légal de l'État pour confirmation, dit-elle. Mais vu la conception et l'emplacement, nous en sommes presque certains. » Mark ferma les yeux. 6 années de sentiers déserts et de prières sans réponse, tout cela distillé en ces minuscules fragments. Il tendit la main, tremblant, et souleva la semelle de la basket, la retournant dans sa paume comme s'il attendait qu'elle reprenne vie. À l'extérieur de la caravane, le vent bruissait dans les pins, transportant au loin l'écho de l'eau qui ruisselait. L'espace d'un instant, Mark eut l'impression d'entendre encore le rire excité de Lily, le dernier son qu'il avait entendu avant que le monde ne se taise. Il pressa la semelle contre son cœur, laissant enfin couler ses larmes. « Je suis tellement désolé. » murmura-t-il dans l'air encore froid, pleurant 2 fois plus que la perte qu'il avait subie seul. L'inspecteur Chen et le docteur Reeves gardèrent un silence respectueux tandis que Mark s'affaissait sur une chaise pliante, le poids de ses années s'abattant sur lui. Enfin, ces 6 années d'attente pour la vérité prenaient fin, mais à un prix plus douloureux que celui qu'aucun parent ne devrait jamais payer. Dehors, le soleil du Colorado scintillait sur les hauts sommets, indifférent au chagrin, tandis qu'à l'intérieur de cette caravane de commandement cabossée, un père en deuil tenait les morceaux durs et minuscules d'une famille perdue et enfin retrouvée. La randonnée de 3 kilomètres jusqu'à Morning Glory Pool n'avait jamais semblé aussi longue. Mark entendit l'activité avant de la voir, des voix résonnant dans la clairière, le vrombissement des engins, le chaos organisé d'une enquête majeure. Lorsque le sentier fit un virage, la source chaude apparut dans une beauté parfaite et terrifiante, un cercle impeccable de jaune et de vert rayonnant de son centre bleu profond, comme lors de tant de voyages en famille. Maintenant, elle était entourée d'équipements médico-légaux, une plateforme de plongée enjambant un bord, et des équipes de sauvetage en combinaison de protection évoluaient méthodiquement autour de son pourtour. Monsieur Brennan, le salua le docteur Emily Reeves, sa veste de l'université du Colorado maculée de boue après des journées de terrain. « Je suis vraiment désolé. » Elle le conduisit à une tente improvisée à 30 mètres de la source, où des tables de preuve étaient recouvertes de bâches blanches et parsemées de sacs étiquetés. Les jambes de Mark menaçaient de céder. Sur la première table, la structure corrodée du sac à dos de Sarah était exposée. Les restes de tissu violet s'accrochaient obstinément au squelette en aluminium, son modèle exact, loué pour sa durabilité. « Nous pensons que la structure métallique a déclenché nos instruments », expliqua le docteur Reeves. La profondeur et la position suggèrent qu'il était lesté. Alourdi. L'esprit de Mark vacillait à cette implication. « Tu veux dire que ce n'était pas un accident ?» L'inspecteur Chen s'avança.
C'est l'une de nos questions. La circulation naturelle peut déplacer des objets au fil du temps, mais certaines découvertes sont troublantes. Elle le guida vers une autre table, où les bottes de Sarah gisaient en lambeaux. À l'intérieur, il pouvait encore voir ses semelles orthopédiques sur mesure, témoignage de son soin méticuleux. Non loin de là, ses clés de voiture et son porte-clés de concessionnaire reposaient dans un sac en plastique. Enfin, dans une pochette à pièces séparées, son alliance, l'anneau en titane gravé, jusqu'au sommet et au dos M&S. La main de Marc tremblait lorsqu'il souleva le sac. Il avait fait graver ses initiales pour symboliser ensemble les hauts et les bas de la vie. La position de ces objets indique que votre femme est entrée habillée, dit doucement l'inspecteur Chen. Avec son sac et ses bottes. C'est inhabituel pour une chute accidentelle. Sarah connaissait ses sources, murmura Marc d'une voix caverneuse. Elle était obsédée par la sécurité, surtout avec Ethan. Elle ne se serait jamais approchée aussi près. L'inspecteur Chen hocha la tête. Ce qui nous amène à un autre problème, la profondeur de Morning Glory. La plupart des sources chaudes locales sont peu profondes, mais celle-ci possède une cheminée étroite qui plonge bien plus profondément que ne le suggère le bassin de surface. Les objets peuvent atterrir à des profondeurs variables. Son estomac se retourna à ce qu'elle sous-entendait, des restes ou des preuves pourraient se trouver à différents niveaux, dispersés dans cette cheminée. Et les autres randonneurs ce jour-là, demanda-t-il. Registre des sentiers, radar de stationnement. Le visage de Chen était sombre. Nous examinons tout ce qui s'est passé depuis le 15 juillet, il y a 6 ans. Votre femme s'est inscrite à 8h47, mais le réseau de sentiers est vaste. Des centaines de personnes y passent chaque jour. Après 6 ans, nous poursuivons les ombres à la recherche de témoins. Un cri provenant du plongeoir la coupa net. Chen s'éloigna précipitamment, laissant Marc seul avec les vestiges glacés de la dernière randonnée de Sarah, sa montre GPS, dont les composants électroniques étaient morts depuis longtemps, l'acier isolant de ses gourdes, et même les minuscules sangles de porte-bébé introuvables. Aucune trace des bottes d'Ethan, aucun encas, aucun gobelet, rien qui suggère qu'il ait été là. Le silence qui entourait cette absence lui résonnait aux oreilles. L'inspectrice Chen revint, l'air indéchiffrable. Nous avons récupéré d'autres objets en profondeur, dit-elle. Mais j'aimerais vous ramener à l'hôtel. Ce sera un long processus. Marc l'arrêta. Ont-ils trouvé quelque chose en rapport avec mon fils? Elle hésita. Pas encore. Mais l'absence d'objets liés aux enfants est significative. Si votre femme et votre fils étaient tombés ensemble, on s'attendrait à trouver des traces de leur présence. Le fait que nous ne récupérions que des objets pour adultes soulève des questions. Ethan a-t-il été séparé d'elle avant qu'elle ne pénètre dans la source? À cette étincelle de possibilité, Marc a ressenti quelque chose qu'il ne s'était pas permis depuis 6 ans, l'espoir. Nous rouvrons la scène de crime potentiel, a poursuivi Chen. Nous interrogerons le personnel du parc, les randonneurs habituels, tous ceux qui auraient pu être là ce jour-là. C'est peu probable, mais si Ethan était ailleurs, quelqu'un l'aurait peut-être vu. Ils retournèrent au départ du sentier, le soleil matinal miroitant à la surface de l'eau. Marc jeta un dernier coup d'œil à l'étang de la gloire du matin, son calme trompeur avait caché le sort de Sarah pendant 6 ans, mais il n'avait pas emporté son fils. Quelque part, des réponses attendaient des réponses qui pouvaient apporter de l'espoir, ou une autre forme de chagrin. À l'aube du lendemain, le centre de commandement bourdonnait d'activité sur le parking du sentier Cascade. Marc arriva et trouva les équipes de recherche et de sauvetage penchées sur des cartes topographiques posées sur des tables pliantes. L'air parfumé au pain annonçait une nouvelle chaude journée de juillet. L'inspectrice Chen lui tendit un gilet fluorescent à l'échelle 1er janvier, marqué « Famille ». Nous organisons des recherches quadrillées en fonction des itinéraires possibles de votre femme, expliqua-t-elle. Maintenant qu'il s'agit d'une scène de crime, nous inspectons également toutes les structures dans un rayon de 8 km. Marc enfila son gilet par-dessus son t-shirt, le café à la main amer mais bienvenu. Ils étudièrent attentivement les cartes des abris d'urgence, des hangars d'entretien et des anciennes cabanes minières des dizaines de petits bâtiments utilisés par les randonneurs pendant les tempêtes. Un garde forestier s'est approché, Tom Mitchell, le visage buriné par des décennies passées en extérieur. Inspecteur Chen, j'ai retiré les rondins de bois de la cabane abri du 15 juillet, il y a 6 ans, a-t-il dit. Le cœur de Marc fit un bond. Chen les présenta. Monsieur Brennan, le mari de votre femme disparue. Le regard de Mitchell était sincère et empreint de compassion. Je me souviens d'elle,
du registre des sentiers aux toujours méticuleuses. Elle signait, notait son heure de retour. Une randonneuse que nous admirions tous. Tu te souviens d'elle, demanda Marc, l'espoir s'éveillant. Bien sûr. Elle était là régulièrement, parfois avec toi, souvent avec ton fils dans le porte-bébé. Mitchell ouvrit un carnet usé. J'étais de service ce jour-là, à effectuer l'entretien courant du refuge. J'ai enregistré les données du parc, mais personne n'a fait le lien à l'époque. Shane se pencha, surpris. Ce détail ne figurait pas dans les fichiers originaux. Mitchell hocha la tête. Ils n'ont jamais rien demandé. Mais je le ferai. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Marc fixa le carnet ouvert, réalisant qu'enfin, quelqu'un pourrait aussi se souvenir d'Ethan. Et ce souvenir pourrait le libérer. Il déplia la vieille carte sur la table de pique-nique, traçant les itinéraires avec son doigt. J'étais au refuge de Timber Creek ce matin-là, dit Marc, la voix tendue. Ensuite, je suis descendu à Pine Ridge et Avalanche Creek pendant l'après-midi. Ces lignes sont des itinéraires possibles hors du sentier principal, a répété Mitchell en se penchant. Avez-vous vu quelque chose d'inhabituel? Des randonneurs en détresse? J'essaie de me souvenir. Marc fronça les sourcils. Le 15 juillet, nous avons eu une pluie inattendue cet après-midi-là, rien de violent, mais suffisamment pour forcer les randonneurs non préparés à se mettre à l'abri. J'ai vérifié que les 3 abris étaient approvisionnés et sécurisés. Le pouls de Marc s'accéléra à se souvenir. Sarah n'aurait pas été prise au dépourvu, mais avec Ethan. Elle aurait pu se mettre à l'abri même d'une pluie modérée. Les registres du refuge ont-ils été vérifiés après la disparition de votre famille? Demanda l'inspecteur Shane en intervenant. Mitchell échangea un regard avec Shane. Cela n'est pas clair dans les fichiers originaux, a admis Shane. Ils ont vérifié les cabines pour voir s'il y avait des gens, mais je ne vois aucune trace des journaux de bord examinés. Je les ai, dit doucement Mitchell. Tous les vieux carnets de bord. Le service des parcs a failli les jeter lors de la rénovation il y a 2 ans, mais je les ai conservés. Il a tapé sur son téléphone. Ils sont entreposés au poste de garde forestier. Shane a immédiatement chargé un officier de récupérer les documents tout en organisant de nouvelles équipes de recherche. Marc s'est retrouvé à marcher vers le refuge de Timber Creek aux côtés de l'équipe de Mitchell. À un rythme régulier, Mitchell a indiqué les points de repère du sentier, des rondins tombés, des champs de rochers, la sortie moussue vers Morning Glory Pool. Votre femme connaissait ces bois, dit Mitchell. Elle pourrait frapper tous les abris les yeux bandés. Elle les a tous marqués sur ses cartes, répondit Marc, son souffle résonnant sur les pins. Il y a toujours un plan de secours avec un jeune enfant. La cabane de Timber Creek est apparue à travers les arbres. Une simple structure en bois de 3,5 mètres sur 4,5 mètres avec un toit en métal. Mitchell sortit une clé et déverrouilla la lourde porte. À l'intérieur, des couchettes en bois étaient alignées contre les murs, un petit poêle à bois trônait dans un coin et des conteneurs métalliques contenaient des provisions de secours. Les experts vont épousseter les empreintes digitales, a déclaré un membre de l'équipe, en installant des caméras et des marqueurs de preuve. Marc se tenait sur le pas de la porte, imaginant Sarah et Ethan blottis ici, les rires et la pluie tapant sur le toit à un abri d'aventure improvisé. Ils ne sont jamais verrouillés, a noté Mitchell. Mais il arrive que des randonneurs bloquent les serrures ou les verrouillent par inadvertance. Je me souviens avoir vérifié cette porte à cause de la tempête. Ils ont continué leur chemin. Au refuge Pine Ridge, une cabane similaire avec une vue imprenable sur la vallée, l'équipe CSI a méthodiquement photographié les intérieurs pendant que Marc essayait de penser comme Sarah. Quel itinéraire aurait-elle emprunté avec un bambin fatigué, avec la pluie à l'horizon? Est-elle restée sur des sentiers familiers ou a-t-elle exploré? Demanda Mitchell en feuilletant ses notes. Elle adorait explorer, dit Marc en essuyant sa sueur. Mais elle les testerait d'abord seule, puis amènerait Ethan s'il semblait en sécurité. Marc marqua une pause. Elle a mentionné lui avoir montré la prairie alpine, après Morning Glory Pool, sur la boucle supérieure. Les sourcils de Mitchell se froncèrent. Cette boucle la placerait près de Pine Ridge ou d'Avalanche Creek, et non de Timber Creek. Ils atteignirent en dernier le refuge d'Avalanche Creek, petit, isolé, entouré d'une épaisse forêt, le rugissement du ruisseau masquant les sons lointains. Mitchell a déverrouillé la porte. J'ai remplacé cette serrure il y a 4 ans. L'ancienne se bloquait sans cesse. L'équipe CSI a inondé l'intérieur de lumière et de caméras. Marc s'attarda près du ruisseau,
regardant la neige fondre glacée tourbillonner sur les pierres arrondies. Si Sarah et Ethan étaient arrivés jusqu'ici, si quelqu'un d'autre était déjà au refuge. Ces cabines peuvent accueillir 6 à 8 personnes, dit doucement Mitchell. Pendant les tempêtes, les inconnus partagent souvent. Mark regarda la porte verrouillée. Et si quelqu'un d'autre arrivait après eux? 3 heures plus tard, la radio du détective Shane crépitait. Mark était accroupi en train de photographier des empreintes de pas dans la boue autour du refuge d'Avalanche Creek lorsqu'il entendit son souffle court. On a trouvé quelque chose au poste de garde. Tout le monde revenait immédiatement. Le retour lui parut interminable sous le rythme soutenu de Shane. Mitchell ralentit pour aider Mark à franchir les racines et les rochers, lui tapotant l'épaule. Que crois-tu qu'ils ont trouvé, halta Mark. Ça pourrait être n'importe quoi, dit Mitchell, bien que ses yeux soient sombres. Mais les locaux réservés aux employés de la station n'ont pas été entièrement fouillés depuis des années. Ils ont émergé sur le parking en gravier du poste de garde forestier, devenu une scène de crime animé, voiture de police, ruban jaune, détectives se déplaçant dans le bâtiment. Shane les a rencontrés à l'entrée. Nous avons un mandat pour fouiller chaque casier, celui du personnel actuel et ceux non attribués des anciens employés. À l'intérieur, des casiers métalliques bordaient un couloir étroit. Plusieurs étaient ouverts, étiquetés avec des preuves. Casier 47, dit Shane en s'arrêtant devant une porte verte et poussiéreuse. Il n'a pas été attribué depuis 4 ans. Il appartenait à Jake Morrison, un travailleur saisonnier qui a démissionné brutalement en 2019. Mark déglutit difficilement. Il s'agenouilla et regarda à l'intérieur. Des sacs de preuves posés sur une table voisine contenaient un délicat collier en argent, un petit porte-bonheur en forme de boussole. Sa poitrine se serra. Le cadeau d'anniversaire de Sarah, une boussole pour l'aider à retrouver son chemin vers la maison. À côté se trouvait une alliance en or blanc, sertie de petits diamants. La bague qu'elle portait lorsqu'elle n'était pas en randonnée, la gardait précieusement comme « secours ». Ce sont ceux de Sarah, murmura Mark, d'une voix à peine audible. Je lui ai donné la boussole pour notre 5e anniversaire. Shane hocha la tête. Les objets étaient cachés derrière un faux panneau au fond du casier. Quelqu'un a déployé des efforts considérables pour les dissimuler. La tête de Mark tournait. Jake Morrison. Mitchell se pencha plus près, lisant les étiquettes de preuves. Je me souviens de Jake. Un garçon discret qui travaillait à l'entretien des sentiers pendant les étés 2018 et 2019. Il était réservé. L'esprit de Mark s'emballa. Cheveux bruns, taille moyenne, solitaire. Shane était déjà en train de tapoter sur sa tablette. Jake Andrew Morrison. Né le 3 avril 1994. Employé ici les étés 2018 et 2019. Aucun casier judiciaire depuis son départ. Pas d'adresse actuelle. Pas d'antécédent de crédit. Il se cache, dit Mark, la voix rauque. Il l'a tué. Il se cache depuis 6 ans. Shane leva les yeux, son expression était ferme. Je lance une alerte bolo. Toutes les agences du pays seront à sa recherche. Mark ferma les yeux, le poids des 6 dernières années s'élevant juste assez pour laisser le chagrin et le choc affluer. Mais au moins maintenant. Il avait un nom. Un visage. Un chemin vers la justice. Monsieur Brennan, j'aimerais que vous confirmiez ces objets. Êtes-vous certain qu'ils appartenaient à votre femme? Mark tendit la main vers le collier boussole, puis marqua une pause, veillant à ne pas contaminer les preuves. La boussole portait une gravure au dos, leurs initiales et une date. Il déglutit difficilement. Sarah ne partait jamais en randonnée sans elle, elle disait que c'était son porte-bonheur. Shane retourna délicatement le sac de preuves pour révéler l'inscription. Elle était là, exactement comme Mark s'en souvenait. M&S, retrouvez toujours votre chemin vers la maison. 2015. Si Jake Morrison les avait pris comme trophée. Shane n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Tout le monde comprenait le sous-entendu. Mais pourquoi les laisser ici, demanda Mark. Pourquoi ne pas les avoir pris quand il s'est enfui? Mitchell prit la parole, pensif. Les casiers sont rarement vérifiés. La direction ne les vide que tous les 2 ou 3 ans, quand il manque de place. Il pensait probablement qu'ils seraient en sécurité ici indéfiniment, et il comptait peut-être revenir les chercher un jour. Tandis que les techniciens de la scène de crime inspectaient le casier et ses environs, Mark se surprit à observer la salle de repos des employés,
visible depuis une porte, un espace si ordinaire, une cafetière, un réfrigérateur placardé d'avertissements de sécurité, une table et des chaises dépareillées. Jake Morrison était-il assis là, à planifier son crime? Était-il revenu du meurtre de Sarah et avait-il déjeuné tranquillement avec ses collègues? Monsieur Mitchell, s'adressa Shane au garde forestier, nous aurons besoin d'une déclaration complète sur tout ce dont vous vous souvenez concernant Morrison, toutes les interactions avec la famille, tout comportement inquiétant. Bien sûr, acquiesça Mitchell, ajoutant toutefois avec honnêteté, il était si silencieux qu'il est difficile de se souvenir de grand-chose. Il arrivait, faisait son travail, rentrait chez lui ou le genre d'employé qu'on remarque à peine. Quelque chose dans tout cela dérangeait Mark, sans qu'il sache vraiment pourquoi. Un employé du parc qui connaissait tous les recoins et abris cachés, capable de se déplacer dans la nature sans attirer l'attention, le profil parfait pour quelqu'un capable de faire disparaître une mère et son enfant. Il faut fouiller le logement des employés, dit soudain Mark. Même si ça fait des années, il pourrait y avoir des traces. On s'y met déjà, lui assura Shane. On a des équipes qui se dirigent vers les anciens quartiers saisonniers. Si Morrison a oublié quelque chose, on le retrouvera. Mitchell s'excusa pour retourner à ses tâches d'entretien, promettant de dresser une liste complète de tout ce dont il se souvenait concernant Morrison. En partant, Mark remarqua que le garde boitait légèrement, probablement à cause de ses années de randonnée sur des sentiers accidentés. L'homme avait été d'une aide précieuse, restant même tard dans son service pour participer aux recherches. Dehors, Mark se tenait sur le parking, essayant de digérer la nouvelle. Ils avaient un nom, un visage pour son cauchemar, le jeune, discret et oubliable Jake Morrison. Il avait croisé Sarah et Ethan sur le sentier, les avait séparés, avait tué Sarah, caché son corps dans la source chaude et conservé ses bijoux comme trophée. Mais où était Ethan? Si Morrison prenait mon fils, dit Mark à Shane, qu'il avait suivi dehors, où irait-il? Comment cacher un enfant de 2 ans pendant 6 ans? C'est ce que nous allons découvrir, répondit Shane fermement. Le fait qu'il ait conservé des trophées suggère une certaine psychologie, il voulait des souvenirs. S'il avait pris Ethan. Elle ne termina pas sa phrase, mais Mark comprit. Si Morrison avait gardé les bijoux de Sarah, il y avait une chance, aussi faible soit-elle, qu'il ait aussi gardé Ethan. Quelque part, Jake Morrison pourrait bien élever le fils de Mark comme le sien. Le collier boussole lui revint à l'esprit, le porte-bonheur de Sarah, censé la guider jusqu'à son domicile. Au lieu de cela, il était resté enfermé dans l'obscurité pendant des années, tel un trophée de tueur. Mais maintenant, il pourrait bien être la clé pour retrouver leur fils. Je veux tout savoir sur Morrison, dit Mark. Ses relevés d'emploi, ses antécédents, toutes les photos que tu peux trouver. Si cet homme a mon fils, j'ai besoin de tout savoir sur lui. Shane hocha la tête. On met tout ça en place. Pourquoi ne pas aller te reposer à l'hôtel? L'enquête va être longue. Mais Mark savait que le repos était impossible, surtout lorsqu'ils avaient enfin une piste, enfin un nom. Jake Morrison avait commis une erreur, garder ses trophées là où ils pourraient être trouvés. Mark ne pouvait plus qu'espérer que l'homme en ait créé d'autres, suffisamment pour les mener à Ethan avant 6 ans. La maison de Mark semblait plus vide que jamais lorsqu'il franchit la porte à 21h, épuisé par le vol de retour pour Denver. L'inspecteur Shane avait insisté pour qu'il rentre chez lui pendant qu'il suivait des pistes sur Jake Morrison, promettant de l'appeler dès qu'ils auraient du nouveau. L'environnement familier ne faisait qu'accentuer l'absence de la voix de Sarah qui l'appelait depuis la cuisine. Les jouets d'Ethan jonchaient le sol du salon. Il déposa son sac près de la porte et se dirigea vers son bureau, allumant son ordinateur portable. S'il ne pouvait pas être dans le Colorado en train de chercher activement, au moins il pouvait faire des recherches. Le nom de Jake Morrison n'a donné que très peu d'informations en ligne, aucun profil sur les réseaux sociaux, aucune adresse récente, juste quelques vérifications d'emploi qui ont abouti à une impasse en 2019. Le téléphone de Mark a vibré avec un SMS de Shane. Les équipes vérifient les derniers contacts connus de Morrison dans l'Utah. Nous vous tiendrons au courant demain matin. Il mit le téléphone de côté et sortit son carnet de notes du voyage, passant en revue tout ce qu'ils avaient appris, les bijoux de Sarah dans le casier de Morrison, le départ soudain du jeune homme, la possibilité qu'il ait disparu avec Ethan. Mais quelque chose agaçait Mark en relisant ses notes de recherche d'abri. Il avait noté le commentaire de Mitchell concernant le remplacement de la serrure de l'abri d'Avalanche Creek en 2020, elle se bloquait constamment. Pourtant, Mitchell connaissait l'année exacte sans consulter les archives. Mark secoua la tête,
considérant ses doutes comme une réflexion excessive. Mitchell gérait l'entretien de tous les abris, bien sûr, il se souviendrait du remplacement des serrures. D'autres petits détails ont néanmoins fait surface, la façon dont Mitchell était resté proche pendant toute la recherche, toujours à portée d'oreille des communications de la police, la façon dont il s'était immédiatement porté volontaire pour aider, s'insérant dans l'enquête, son souvenir détaillé de Morrison malgré le fait qu'il prétendait que l'homme était oubliable. Et il y avait autre chose, quelque chose que Mitchell avait dit au refuge, qui dérangeait Mark. J'y pense chaque fois que je passe devant la piscine Morning Glory. Quel bel endroit pour cacher quelque chose d'aussi terrible. Cacher quelque chose de terrible non pas, où quelque chose de terrible s'est produit, mais, caché, délibérément, planifié. Mark prit son téléphone et fit défiler la liste jusqu'au numéro de l'inspecteur Chen. Il hésita, le doigt sur le bouton d'appel. Que allait-il dire? Que le garde forestier serviable qui avait passé toute la journée à les aider avait utilisé une tournure un peu étrange. Mais le malaise persistait. Il appela. Chen ici. Inspecteur, c'est Mark Brennan. Je sais que ça peut paraître paranoïaque, mais j'ai pensé au ranger Mitchell. Et lui? Des détails, sa formulation, la façon dont il connaissait les détails sans consulter les archives. Il a été incroyablement serviable, peut-être même trop serviable. Chen marqua une pause. Il n'est pas rare que des responsables locaux s'immiscent dans des enquêtes, surtout dans les petites communes, mais je prendrai note d'examiner ses antécédents plus en détail. A-t-il fait ou dit quelque chose de spécifique concernant? Non, rien de concret. Je me raccroche probablement à n'importe quoi, car on se concentre sur Morrison. Le deuil et le stress peuvent nous faire percevoir des schémas qui n'existent pas, dit Chen doucement. Mais j'ai appris à faire confiance à l'instinct des membres de ma famille. Je demanderai à quelqu'un de vérifier discrètement où se trouvait Mitchell le 15 juillet, il y a 6 ans, juste pour être précis. Après avoir raccroché, Mark se sentit à la fois stupide et soulagé. Il semait probablement des soupçons là où il n'y en avait pas, mais au moins Chen vérifierait. Il alla dans la cuisine pour préparer du café, sachant que le sommeil lui serait difficile malgré son épuisement. Son ordinateur portable a sonné, une notification de mail a retenti. L'expéditeur était Mitchell, objet, information sur G. Morrison. Le pouls de Mark s'accéléra. Comment Mitchell avait-il pu avoir son adresse email? Puis il se souvint, ils avaient échangé leurs coordonnées pendant la recherche, au cas où quelqu'un se souviendrait d'autres détails. L'email était bref. Monsieur Brennan. J'ai parcouru d'anciens dossiers d'employés et j'ai trouvé des éléments inquiétants concernant Morrison. Je pense que l'inspecteur Chen devrait les consulter immédiatement. Je suis de retour à Denver ce soir pour une réunion demain. Puis-je passer brièvement? J'ai des carnets de travail qui montrent les missions de Morrison la semaine où ta famille a disparu. Tom Mitchell. Mark fixait l'écran. Mitchell proposait d'apporter des preuves concernant Morrison directement chez lui, de nuit. Son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas. Mais et si le ranger Mitchell avait vraiment trouvé quelque chose d'important? Et si c'était la pause dont ils avaient besoin pour retrouver Ethan? Mark aurait pu rappeler l'inspectrice Chen lui demander d'être présente, mais cela lui semblait excessivement paranoïaque pour quelqu'un qui n'avait été que serviable. Mitchell était lui-même un agent des forces de l'ordre, un garde forestier respecté avec 15 ans de service. Mark se reprochait d'avoir laissé l'épuisement et le désespoir obscurcir son jugement. Il répondit, « Je monte. Le café est prêt si vous en voulez. » Un peu plus tard, les phares éclairèrent les fenêtres de son salon. Mark regarda à travers les stores le camion de service des parcs de Mitchell entrer dans son allée. Le garde forestier en sortit avec une chemise en papier craft et ce qui ressemblait à une petite boîte à preuves. Mark ouvrit la porte avant que Mitchell puisse frapper. « Merci d'avoir fait le déplacement. Entrez. » Mitchell est entré avec la confiance facile de quelqu'un à l'aise dans n'importe quelle situation. « J'espère ne pas être importun. Je sais qu'il est tard, mais j'ai pensé que tu aimerais voir ça immédiatement. Je peux t'apporter ce café, proposa Mark en le conduisant à la cuisine. Ce serait super. La journée a été longue. Mitchell posa son dossier et sa boîte à preuves sur la table de la cuisine, puis s'assit. Mark s'affairait au comptoir, versant 2 tasses et ajoutant du sucre dans la sienne. Derrière lui, il entendit le bruissement des papiers lorsque Mitchell ouvrit le dossier. Alors, commença Mitchell, j'ai recoupé les tâches de travail de Morrison avec les journaux de bord de cette semaine-là. Mark se retourna, une tasse à la main,
remarquant que Mitchell avait étalé des documents d'apparence officielle, horaires de travail, journaux de tâches, feuilles de temps, sur la table. Il devait être entretenu sur le sentier Upper Lope le jour de la disparition de votre famille. Il se trouve donc à proximité immédiate de la piscine Morning Glory. C'est incroyable, dit Mark en posant le café de Mitchell devant lui et en s'asseyant. Comment se fait-il que l'émission de Morrison n'ait pas été évoquée lors de l'enquête initiale? C'est une surveillance bureaucratique, répondit Mitchell en haussant les épaules. Différents services, différents systèmes de classement où tout passe à travers les mailles du filet. Il a sorti un autre papier. Mais voici le plus intéressant, Morrison a expressément demandé cette mission. Il a échangé ses quarts avec un autre ouvrier pour être sur ce sentier ce jour-là. Mark se pencha en avant et examina le document. Les informations présentaient Morrison comme un prédateur ayant planifié son crime. Il sentit la caféine l'envahir, aiguisant ses sens. Il faut remettre ça à l'inspecteur Chen immédiatement, dit Mark en attrapant son téléphone. Mais sa main était étrangement lourde, ses mouvements lents. La cuisine commença à s'incliner. La voix de Mitchell se fit entendre, ferme et calme. Vous savez, le truc avec Morrison, c'est qu'il était toujours trop visible, trop commode. Le solitaire discret, le départ soudain. La vraie vie n'est généralement pas aussi simple. Mark essaya de se concentrer sur le visage de Mitchell, mais sa vision se brouilla. La tasse glissa de ses doigts engourdis, un liquide brun se répandant sur les papiers. « Qu'est-ce que tu as » dit Mark d'une voix pâteuse. « Je suis vraiment désolé, Mark » dit Mitchell doucement, même si sa voix semblait distante. « Il fallait absolument que tu fasses part de tes inquiétudes à l'inspectrice, n'est-ce pas ? Je l'ai vu prendre des notes sur la vérification de mes antécédents. C'était impossible. » La pièce tournoya violemment. Mark tenta de se lever, mais ses jambes cédèrent. Il s'affaissa sur le côté, vaguement conscient que Mitchell se levait de sa chaise et se déplaçait autour de la table sans se presser. « Ne résiste pas, » murmura Mitchell en attrapant Mark avant qu'il ne touche le sol. « C'est juste un sédatif. On a un long trajet devant nous, et j'ai besoin que tu acceptes. Tu vas revoir ton fils, Mark. C'est bien ce que tu voulais, non ? Ethan ? » À travers le brouillard de l'inconscience, ce nom perça. Son fils était vivant. Mitchell savait où il était. Mark essaya de parler, d'exiger des réponses, mais sa bouche refusait de prononcer des mots. La dernière chose qu'il vit avant que l'obscurité ne le rattrape fut le visage buriné de Mitchell, le regardant avec quelque chose qui ressemblait presque à du regret. La conscience revint lentement, comme s'il émergeait d'une eau profonde. La tête de Mark lancinait, sa bouche était comme tapissée de coton. Pendant quelques instants désorienté, il ne se souvint plus où il était. La surface sous lui était dure et froide, un parquet, pas son lit. Il réalisa que ses poignets étaient liés dans le dos par des serre-câbles, et ses chevilles également. Des souvenirs lui revinrent en mémoire, Mitchell dans sa cuisine, le café drogué, la promesse terrifiante de revoir Ethan. Mark se força à ouvrir les yeux, clignant des yeux à cause de la faible lumière qui filtrait à travers les fenêtres sales. Il était dans une cabane, plus ancienne, plus isolée que n'importe quel abri de parc. Des rondins de bois brut formaient les murs, les interstices étaient colmatés par du béton. Un poêle à bois froid était installé dans un coin. L'air sentait le moisi, la nourriture périmée, les corps sales signe d'une habitation prolongée. « Ah, tu es réveillé. » La voix de Mitchell provenait de près de la porte. Le garde forestier était assis sur une chaise en bois, toujours en uniforme, calme comme s'il partageait un café au poste. « Tu es dehors depuis environ 3 heures. »« Où sommes-nous » croassa Mark. « L'ancien chalet de chasse de mon grand-père, à une vingtaine de kilomètres de tout sentier, complètement isolé du réseau électrique. J'avais l'intention de le vendre depuis des années, mais il s'est avéré utile. » Mitchell se leva et se dirigea vers Mark, vérifiant les contraintes avec une efficacité professionnelle. « Je ne peux pas te laisser te libérer. »« Pas encore. »« Tu as tué Sarah » grogna Mark. Ce n'était pas une question. Le visage de Mitchell se crispa. Ce n'était pas censé arriver. Rien de tout cela n'aurait dû se passer comme ça. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant la forêt sombre. Ma femme, Rebecca, et moi essayions d'avoir des enfants depuis 5 ans. 3 fausses couches ont été faites. La dernière, un mois seulement avant la tempête de juillet, a failli la tuer. Elle a sombré dans la dépression et a tenté de se suicider à 2 reprises.
Marc a testé ses liens, réalisant qu'il n'y avait aucune chance de les céder. Alors tu as volé le mien, grogna-t-il. Je n'avais rien prévu, insista Mitchell en se retournant avec une expression presque suppliante. Ce matin-là, je vérifiais les abris, comme je te l'ai dit. Le temps s'est dégradé ou une cellule orageuse inattendue. J'étais au refuge d'Avalanche Creek quand ta femme est arrivée en courant avec Ethan. Elle était terrifiée, la foudre était proche. Elle a demandé s'il pouvait attendre avec moi. Mitchell commença à faire les 100 pas, perdu dans ses souvenirs. Ethan était parfait, 2 ans, ses boucles blondes, il m'appelait « Monsieur Ranger » de sa douce voix. Il jouait avec ma radio, faisant semblant d'appeler des renforts. Sarah riait, disant qu'il adorait tout ce qui avait des boutons. Tellement confiants, tous les deux. Les lèvres de Marc se retroussèrent de dégoût. Espèce de malade. Je ne voulais faire de mal à personne, dit Mitchell d'une voix plus forte. Mais Sarah a mentionné que tu avais le mal du pays, que personne ne savait exactement où tu allais. La tempête a empiré. Elle a décidé de rester pour la nuit, plutôt que de risquer de marcher dans ces conditions. Pas de signal pour te prévenir. Le cœur de Marc battait fort lorsque le garde forestier parlait des dernières heures de sa femme, elle faisait confiance au garde forestier pour protéger son fils pendant la tempête. J'ai appelé Rebecca par satellite, a poursuivi Mitchell. Je lui ai parlé de ce magnifique petit garçon qui avait besoin d'un foyer où sa mère ne pouvait pas s'occuper correctement de lui et le laisser partir en randonnée par mauvais temps. Rebecca était tellement excitée. Pour la première fois depuis des mois, elle semblait à nouveau vivante. Sarah était une excellente mère, cracha Marc. Peut-être, soupira Mitchell, mais à ce moment-là, je ne pensais qu'à redonner espoir à Rebecca. Ses mains se crispèrent et se desserrèrent. Après qu'Ethan se soit endormi, j'ai essayé de convaincre Sarah de nous laisser l'adopter. Je lui ai parlé de nos difficultés, de nos pertes. Le souffle de Marc s'arrêta alors qu'il remplissait le vide. Dans cet abri isolé, sans témoin, à l'exception d'un bambin endormi, j'ai utilisé la méthode du dormeur. Elle n'a pas souffert. Il a fallu que je trouve une solution. J'ai enveloppé son corps dans une bâche provenant des provisions de l'abri, j'ai mis des pierres avec elle et je l'ai portée jusqu'à Morning Glory pour avant l'aube. Les sources chaudes auraient détruit toute preuve. La voix de Mitchell était désormais plate. J'ai pensé prendre ses bijoux comme preuve de sa disparition. Je les mettrais sur quelqu'un en cas de besoin. Pauvre Jack, murmura Marc. Mauvais endroit, mauvais moment, mauvaise personnalité ou le bouc émissaire idéal. Un fantôme de sourire apparut sur les lèvres de Mitchell. J'ai conservé ces objets pendant des années, attendant le bon moment. Lorsqu'ils ont découvert les restes de Sarah, j'ai su qu'il était temps de détourner les soupçons. « Où est mon fils » demanda Marc, la voix rauque. Mitchell a vérifié sa montre. Rebecca l'amènera bientôt, avec le matériel nécessaire pour vous soigner. Elle sait la vérité depuis le début. Le silence s'installa dans la cabane. Dehors, la tempête faisait toujours rage. Ils le trouvèrent par une nuit pluvieuse d'octobre. Il avait 6 mois, abandonné sur le pas de la porte d'une église, enveloppé dans une simple couverture et un mot griffonné à la hâte. Le cœur de Rebecca se serra dès qu'elle le prit dans ses bras, un petit garçon aux yeux écarquillés et effrayés. Mitchell les conduisit directement à leur chalet de location, le moteur ronronnant sur la sombre route forestière. « Il a besoin de nous » murmura Rebecca en berçant le bébé sur la banquette arrière. « Quoi qu'il en coûte. » À l'intérieur, ils déposèrent le garçon sur un lit de fortune fait de couverture polaire. Rebecca se pencha pour le détacher et découvrit ses cheveux au noir comme la nuit, contrastant fortement avec le tourbillon pâle de son monde. Elle alla chercher un petit flacon de teinture lactée et, d'une main tremblante, éclaircit ses boucles jusqu'à leur donner une douce couleur châtain. Pendant les 3 mois qui suivirent, la cabane devint leur univers. Ils l'appelèrent Owen Mitchell, Owen, en hommage au grand-père de Rebecca, Mitchell, en hommage à l'homme qui avait juré de le protéger à jamais. Pas de papier, pas de questions, pas de traces. Chaque fois que le facteur passait, Mitchell interceptait les lettres. Chaque fois qu'un voisin jetait un coup d'œil par la fenêtre, Rebecca tirait rapidement les rideaux. Le jour, il lui apprenait à sourire sur commande ou des rires perçants pour les visiteurs lors des appels vidéo, juste le regard d'une grand-mère rivée à l'écran, sans jamais lui demander d'où il venait vraiment. La nuit, il se penchait près de son berceau, lui murmurant des berceuses bien plus douces que le vent hurlant dehors. Rebecca gardait au grenier une vieille malle remplie de vêtements de rechange, des petites chaussures, des pulls tricotés,
et même un certificat de naissance acheté chez un vendeur de terrain vague en ville. Si jamais on lui demande, se répétait-elle, il est arrivé juste après l'aube, le 2 mai 2018. Mitchell patrouillait le périmètre chaque soir, lampe torche à la main, certain que quelqu'un, son vrai père, une main désespérée viendrait le chercher. Le garçon dormait paisiblement, inconscient du monde extérieur à la cabane. Lorsqu'il a commencé à ramper à 10 mois, ils l'ont constamment déplacé, ne le laissant jamais trop explorer. Chaque matin, Rebecca lui coiffait les cheveux teints en boucles soignées et le bordait dans un coin du salon avec des jouets et de la musique douce. « Reste en sécurité ici », murmurait-elle en fermant la porte. Ainsi, ses premiers mois se sont déroulés dans des routines secrètes, le nourrir, le baigner, lui apprendre son nouveau nom, son nouveau monde. Ils l'ont vu grandir, passant d'un nourrisson tremblant à un bambin souriant qui pensait que « maman » et « papa » n'appartenaient qu'à eux. À l'âge d'1 an, Owen ne connaissait plus qu'un foyer, une mère, un père. Et Rebecca, en le regardant dans les yeux confiants, s'autorisa enfin à croire que l'amour, même né de la nécessité, pouvait être plus fort que n'importe quel secret.